À la une ce soir, rentrée des classes reportées dans certaines écoles du Lamentin à cause des coupures d'eau. Des restaurants ont également été impactés et ne peuvent pas accueillir de clients depuis le début de la semaine. La situation devrait être rétablie d'ici demain. L'abattoir du Lamentin fermé jusqu'au 14 janvier pour entretien annuel. Certains artisans bouchers qui n'avaient pas anticipé se retrouvent aujourd'hui sans matière première. Un coup dur pour les professionnels de la viande qui doivent aujourd'hui prendre leur mal en patience. J-3 avant la fête de l'Épiphanie. Les galettes des rois sont déjà en vente pour le plus grand plaisir des gourmands, industriels ou artisanales. Il y en a pour toutes les bourses. Enfin, Louis Boutrin est notre invité de ce soir. Nous parlerons des nombreux dossiers qu'il gère à la CTM, TCSP, Pêche. Nous ferons en plus un point sur le Grand Prix hippique de la CTM. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Les coupures d'eau s'éternisent en Martinique. Nous vous en parlions déjà de la situation en début de semaine des communes du Sud, mais le Lamentin est tout autant impacté. De nombreux restaurants sont restés portes closes depuis 4 jours, faute de pouvoir recevoir leurs clients dans de bonnes conditions d'hygiène. Quant aux établissements scolaires, certains ont dû repousser la rentrée des classes. C'est un reportage d'Alizé Lutran et de Johan Boulard. Ici, à la Jambette, les clients commencent timidement à revenir chercher leur déjeuner. Après une journée de fermeture forcée, certains restaurants ont pu réouvrir leurs portes ce matin, comme dans cette enseigne. Et est-ce que tu as de l'eau ou pas là? C'est par intermittence, c'est vraiment là on en a. Tout à l'heure il y avait juste un petit peu. L'eau est revenue très tôt ce matin, enfin nous on est arrivé à 5h30, il y avait de l'eau. Odyssey ne savait pas qu'il y avait de l'eau par contre, donc c'était une surprise générale. Maintenant il y a de l'eau, après ils recoupent, ils remettent l'eau, on ne sait pas trop, on n'a pas de mise à jour, on n'a aucune information, donc tant qu'il y a de l'eau on en profite, mais après on ne sait pas tout à l'heure ce qui va se passer ni demain matin. On a dû avoir quelques pertes parce que comme on travaille avec des fruits et légumes qui sont frais du jour, du coup forcément en ayant fermé une journée il y a forcément eu des pertes et donc voilà, et même le peu qui restait on a dû jeter, enfin voilà, et en plus d'avoir une journée à zéro. D'autres en revanche ont été moins chanceux. L'eau n'est pas encore revenue dans la totalité des commerces. Même constat dans les établissements scolaires du Lamentin. La coupure prolongée a contraint le rectorat à repousser la rentrée prévue ce matin. Les élèves du lycée Acajou 1 et 2 notamment ont été priés de rester chez eux. Impossible de les accueillir dans de bonnes conditions. Nous avons quand même près de 1500 personnes au niveau de l'établissement. Imaginez 1500 personnes utilisant les sanitaires avec l'obligation pour nous de leur dire à midi vous allez devoir partir parce que nous ne pourrons pas assurer la restauration scolaire, nous ne pourrons pas assurer l'accueil l'après-midi pour respecter ces conditions d'hygiène. Et je trouvais qu'en mesure de sécurité, ce n'était pas judicieux non plus de libérer des jeunes et de retrouver 1000 personnes dans la rue un jeudi de la rentrée. Une coupure longue, provoquée par les récentes intempéries. Les rivières ne pouvaient plus alimenter le réseau. C'est pour cette raison que les réserves d'eau ont aujourd'hui du mal à être totalement reconstituées. Les zones industrielles des Mangles, la Jambette, mais aussi les quartiers des Hauts-de-Californie et Acajou sont les derniers à être encore impactés. Il se trouve que nous avons 2 réservoirs qui actuellement ne sont pas encore réalimentés, en tout cas pas correctement. Il s'agit des réservoirs ici de Morne-Pavillon d'eau. Donc comme vous le voyez, ici ils sont vides. On arrive ce matin à avoir 40 mètres cubes à peu près. Donc ces 40 mètres cubes entrants sont redistribués, ne permettent pas de reconstituer les réserves. Et donc celui d'Acajou, qui lui aussi, vous voyez, 30 cm de hauteur d'eau. Donc l'eau qui arrive repart tout de suite. Car beaucoup d'abonnés reconstituent aujourd'hui en même temps leur stock d'eau. C'est que toute l'eau qui rentre, bien entendu, et repart et est consommée. Simplement, les premiers abonnés qui reçoivent l'eau doivent éviter de refaire des réserves immédiatement. Puisqu'on est fragile, on va rester fragile encore quelques jours. Pour l'heure, le processus de remplissage des réservoirs se poursuit. Le retour à la normale est prévu entre ce soir et demain. Autre établissement fermé aujourd'hui, l'abattoir de Martinique est en maintenance jusqu'au 14 janvier prochain. S'il s'agit d'une mesure habituelle après le rush de fin d'année, certains bouchers sont pris de court et se retrouvent sans produits à proposer aux clients. Reportage de Loïc Régis. Aucune marchandise à vendre, ce boucher n'a pas levé son rideau ce matin. Georges avait lui anticipé la fermeture de l'abattoir. Il s'est organisé quelques jours avant pour avoir de la viande en stock et satisfaire ses clients. J'ai dû, dès la semaine dernière, en 2017, vendredi, abattre une bête en supplément
pour travailler cette semaine. Mais là, d'ici la semaine prochaine, je ne peux plus travailler parce qu'il n'y a plus de viande. Mais cette semaine, j'ai eu une bête pour compenser une semaine sur 2. Cet autre artisan est bientôt à court de produits frais. Il vend ses derniers morceaux avant un chômage technique inévitable. Là, c'est le travail qui sera un peu très difficile. On ne pourra pas travailler. On ne pourra pas travailler. Bon, j'ai eu la viande de cette semaine, mais je ne sais pas comment je serai la semaine prochaine. On n'a pas eu le temps. Si on le savait, on aurait pu se préparer convenablement. Une situation que déplore le syndicat des artisans bouchers de la Martinique. Selon son président, la fermeture de l'abattoir principal aurait dû être compensée, une mesure qui aurait assuré une activité continue. Nous ne demandons pas de subvention de quoi que ce soit, nous demandons uniquement le droit au travail. Ce qui veut dire, avant même de fermer l'abattoir, nous avons un petit abattoir d'urgence, on aurait dû le mettre en place de façon à permettre aux bouchers de travail. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et bien sûr, j'espère que les 2 semaines ne vont pas venir 3 semaines, parce que franchement, je peux vous dire que c'est une grosse perte pour les artisans bouchers de la Martinique. La direction de l'abattoir n'a pas souhaité répondre à nos questions aujourd'hui. Le site restera fermé jusqu'au 14 janvier pour maintenance générale et inventaire. Les bouchers devront donc prendre leur mal en patience. Les réactions se multiplient au lendemain de la parution de l'article du Canard enchaîné sur le dossier du TCSP. Nous recevons ce soir Louis Boutrin, qui est le conseiller exécutif en charge du transport, entre autres. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté. Meilleurs vœux à vos téléspectateurs. Merci à vous et meilleurs vœux également. Alors, comme nous et les usagers, l'article se pose la question pourquoi ce dossier traîne autant en longueur. La majorité est d'ailleurs accusée en partie d'être à l'origine d'un fiasco. Alors, nous, ce soir, on ne va pas vous demander à qui est la faute de ce dossier qui traîne, mais la question est, est-ce que vous avez une date de circulation pour le TCSP ? Alors tout d'abord, vous faites référence au Canard enchaîné, qui est un journal satirique d'investigation qui nous avait habitués à mieux, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, on l'a bien vu que c'est un tissu de contre-vérité qui ne résiste pas à une investigation, puisque d'ailleurs votre confrère RCI a révélé que le porte-parole de la Commission européenne dément le Canard enchaîné. Il n'y a... Oui, c'est sorti aujourd'hui. Ce qui veut dire que ce que dit RCI et ce que dit la Commission européenne, c'est qu'il n'y a aucun risque de dégagement d'office ni de récupération des fonds européens sur le TCSP. Donc il faut que ce soit bien clair. Alors qu'en est-il concrètement finalement? Que dit la Commission européenne? Parce que vous devez rendre une réponse d'ici fin janvier. À quoi devez-vous répondre? Comme tous les projets qui sont financés par l'Union européenne, nous devons effectivement faire le point sur le niveau de consommation à la fois des fonds et puis l'état d'avancement des projets. C'est tout. Et que pourrez-vous leur répondre? Puisque pour l'instant... il n'y a rien à répondre. Et je dis que le Canard enchaîné nous avait habitués à mieux, tant dans la forme, puisqu'on le voit là... En l'espèce, l'article est très mal rédigé avec des fautes de syntaxe, ce qui n'honore pas l'auteur qui a adressé ça au Canard enchaîné. Et puis, sur le fond, le problème demeure. Pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? Il faut qu'on sorte des logiques de constat. 248 millions d'euros pour un tramway, on arrive à 432 millions d'euros. Maintenant, nous allons, nous, en tant que Martinique Transport, puisque je suis le premier vice-président de Martinique Transport, assurer toutes nos responsabilités. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce qu'on a bien compris qu'il y a des cancans, il y a plusieurs responsabilités, mais quand circulera ce TCSP? C'est ça la question ce soir. Cette question, c'est déjà un cancan. Sortons de ces logiques de constat. C'est quand même la question que tous les Martiniquais se posent. Est-ce qu'on a une date? Un mois au moins? Mais ça fait des semaines que vous répétez les mêmes questions sans pouvoir analyser au fond. C'est pour ça qu'on les multiplie, sans analyser au fond. Qu'en est-il dans le fond? Les choses sont relativement simples. Jusqu'ici, on avait une autorité délégante qui était la CACEM et un délégataire, la CFTU. Malgré la demande du président Alfred Marie-Jeanne de faire démarrer le TCSP, il n'a pas démarré. Donc maintenant, nous n'avons plus le choix. Nous allons donner une injonction au délégataire, puisque l'autorité délégante, c'est-à-dire celui qui donne le donneur d'ordre, c'est Martinique Transport. Nous allons donner une injonction à la CFTU de faire circuler ce TCSP parce qu'il n'y a pas d'obstacle technique. C'est ça la question, là. Madame, écoutez ce que je vous dis. Non, mais je comprends. Il n'y a pas d'obstacle technique ni administratif. Il n'y a pas d'obstacle technique ni d'obstacle administratif préfectoraux. Donc, pour l'heure,
nous allons pouvoir demander aux délégataires, et là, il y a un contrat, c'est une délégation de service public, il y a une clause de résiliation unilatérale si on ne fait pas démarrer le TCSP, nous allons actionner cette clause, de manière à vous donner une date précise, dans 1 semaine, 10 jours, le TCSP devra circuler. C'est notre vœu le plus cher. Maintenant qu'il y a une... Donc là, ce soir, vous dites d'ici 1 semaine à 10 jours, le TCSP pourra circuler avec des passagers. Le TCSP va pouvoir circuler dans sa phase commerciale. C'est notre souhait. Nous allons tout mettre en œuvre pour sortir de cette logique. Très bien. Alors, depuis le 1er janvier, vous l'avez dit, Martinique Transport est devenue l'autorité unique de transport de la Martinique. Seulement voilà, les salariés dénonçaient en novembre dernier un flou dans l'organisation de leur transfert. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, est-ce qu'ils ont un siège? Ils disaient qu'ils ne savaient pas où ils seraient. Les choses se mettent en place, puisque nous avons fait l'acquisition d'un espace et nous sommes en train d'aménager cet espace de manière à loger les agents de Martinique Transport. Et puis, nous avons prévu également, vers les agents qui travaillent dans le sud, sur le territoire sud, de les héberger un peu plus près de leur lieu de travail. Donc, ils sont déjà en fonction, là, ou pas? Ils ne sont pas encore en fonction, puisqu'il y avait un contrat de mandat pour faire un lieu et place de Martinique Transport. Donc, les 3 autorités qui existaient auparavant continue jusqu'à ce qu'effectivement nous puissions à la fois héberger le personnel et que le personnel puisse travailler dans de bonnes conditions. Mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de notre mission de service public. Et c'est ça l'enjeu. Entre une société comme la CFTU qui avait des difficultés que l'on peut comprendre, une difficulté d'entreprise, ça a été révélé dans le France Antilles le 1er décembre 2017, et des enjeux de service public, nous avons fait notre choix, c'est la mission de service public que nous allons privilégier. Donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle service public, justement? C'est-à-dire une continuité dans la chaîne de déplacement, parce que le TCSP, ce n'est pas une fin en soi. Nous devons assurer la mobilité des Martiniquais, quel que soit leur lieu de travail, leur lieu de résidence. Donc vous êtes déjà entendu avec les taxicos, les chauffeurs de taxicos? Nous avons déjà un certain nombre de réunions avec les taxicos, de coordination. Ça ne va pas mettre 1 semaine, cette histoire. Si vous les avez juste entendus, non. Il n'y a pas d'accord. Nous avons avancé sur les aides à cessation d'activité, nous avons avancé sur la définition des lignes et sur le rabattement des taxicos vers les pôles d'échange de Mao et de Carrère. En ce qui concerne le transport maritime, puisque nous sommes en charge également du transport maritime, nous avons mis en place la ligne Fort-de-France-Casse-Pilote, qui a un taux de fréquentation qui avoisine ceux des 3 îlets. Et puis, nous avons également lancé, à la fin de l'année, une ligne Fort-de-France-Saint-Pierre et également, à la demande du maire de Grand-Rivière et de la population de Grand-Rivière, Saint-Pierre-Grand-Rivière, de manière à désenclaver la commune de Grand-Rivière. Alors, qu'on comprenne bien le service continu, est-ce que ça veut dire qu'un ticket sera valable, par exemple, de Sainte-Luce à Fort-de-France? Est-ce qu'il faudra prendre un ticket auprès du taxico qui sera valable dans le TCSP? Comment ça va s'organiser? Tout à fait. C'est l'objectif de Martinique Transport, c'est d'avoir une billetterie unique pour à la fois le TCSP, le transport. Nous le mettons en place entre le transport urbain, le transport des taxicos et le transport maritime. Et les chauffeurs de taxicos sont OK? Mais nous sommes en discussion. Vous savez, non, mais vous m'avez parlé d'une semaine à 10 jours, et là, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air gagné, en fait. C'est pas parce que nous ne communiquons pas que nous ne travaillons pas. Il y avait 883 artisans taxi. Actuellement, il n'y a plus que 280. Donc, il y a eu une réduction déjà avec des plans sociaux qui ont été mis en place et des aides à cessation d'activité. Nous continuons ce processus de manière à améliorer la mobilité des Martiniquais et surtout à faire en sorte qu'on puisse fluidifier le trafic parce qu'il faut que l'on sorte également de ces interminables embouteillages. Très bien. Donc, on revient vers vous dans 10 jours. Si, vous revenez dans 10 jours, nous allons vous donner l'état d'avancement de ce dossier. Alors, dernière question. Après 2 ans à la CTM, vous avez été au cœur de nombreux conflits politiques. Déjà parce que vous avez de nombreuses casquettes. Le PNM, il y a eu avec les marins-pêcheurs, il y a eu également avec le Galion, puisque vous êtes également en charge du développement durable. Quel est votre bilan? Est-ce que vous ne trouvez pas que vous avez trop de casquettes? Comment ça se passe pour vous? Regardez ce qui se passe en Corse. Ils sont passés de 9 conseils exécutifs à 11 conseils exécutifs. Ce qui veut dire que la charge de travail que nous avons en tant que conseil exécutif représente celle qu'on avait anciennement à la région et celle que l'on avait au département. Ce qui fait effectivement, regardez les portefeuilles entre guillemets de chacun des conseils exécutifs, c'est relativement lourd. C'est un apprentissage que nous faisons,
j'essaye de mener à bien mes missions. Mais ça fonctionne selon vous? Parce que autant de conflits, est-ce que ça veut dire que ça fonctionne? Si on sort là encore des logiques de constat, essayons d'avoir de la perspective. En matière d'énergie, par exemple, 53% de nos exportations nous permettent de payer notre facture énergétique. On importe plus de 850 000 tonnes de pétrole chaque année. Et pour cela, il faut mettre une véritable politique énergétique. Nous l'avons mise en place. Je viens de valider à Paris, avec le directeur de l'ADEAL, le 22 décembre dernier, la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire des objectifs en matière énergétique pour les 10-15 ans. Et dans ce projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, il n'y a pas de biomasse, ce qui veut dire qu'effectivement, le projet dont vous parliez, de Galion 2, ne figure pas dans notre PPE. Voilà un exemple qui vous montre à la fois des objectifs de développement durable, des objectifs énergétiques et des objectifs à la fois sociaux et économiques. Vous êtes en train de dire que le projet du Galion à Albioma sera révisé, c'est ça? Le projet ne sera pas révisé, madame. D'accord. Ce que je dis, c'est que nous avons mené un combat politique dans le droit fil des interventions de député Alfred Marie-Jeanne à l'Assemblée nationale, de manière à ce que nous ayons moins de pollution dans ce pays. Nous avons déjà payé un lot tribut aux pollutions atmosphériques, notamment aux nanoparticules, et le fait de ne pas avoir mis la biomasse dans la PPE, c'est déjà, en matière de santé publique et en matière d'environnement, c'est déjà une victoire pour nous, Martiniquais. Et est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan après 2 ans? Alors, regardez... Avec tous les cancans et bonnes idées généralement, on s'attarde sur les trains qui ne partent pas à l'heure, alors que généralement, ils partent. Bilan. Le bilan, si je regarde en matière de diversification agricole, on a continué à aider les filières canne, sucrum, banane. Nous avons mis des dispositifs d'aide pour les agriculteurs qui ont moins de 13 000 € de revenus annuels. Nous avons développé également des cultures de pointe comme le café et le cacao. Je vous annonce que les premières fleurs de café Arabica typica sont sorties ce mois-ci. Nous aurons les premières cerises d'Arabica typica d'ici 6 mois, ce qui nous permettra effectivement de maintenir cet objectif que l'on a de diversification agricole à partir justement de filières à haute valeur ajoutée. Alors, en ce qui concerne la pêche, vous avez parfaitement raison. Nous partons de très loin, notamment en matière d'aquaculture. Donc, nous avons un plan territorial d'aquaculture que nous mettons en place, mais qui n'a pas encore fait ses effets. Tout cela, ce sont des politiques publiques que l'on met en place, mais qui demandent un certain temps. Les pêcheurs, ils ne sont pas satisfaits. Oui, vous avez demandé votre départ d'ailleurs cette année. Malgré tout, tout à fait. Mais non, mais ça, c'est le président du comité régional des pêches. Nous avions un contentieux sur le parc naturel marin. Et je constate qu'actuellement, le président du comité régional des pêches, il a fini par accepter l'idée même du parc naturel marin, qui n'est pas un projet de la CTM, qui est un projet décidé par Mme Ségolène Royal et le gouvernement. Pour autant, nous avons estimé que c'était une bonne chose, de manière à renouveler la ressource et surtout d'avoir un périmètre, qui est un périmètre très large, la zone économique exclusive, qui va nous permettre également d'identifier et de quantifier la ressource, puisque 33% du littoral est interdit à la pêche à cause du chlordécone. Donc, il faut repenser la pêche. Nous sommes dans une phase de transition. Et dans cette phase de transition, effectivement, les marins-pêcheurs ne trouvent pas leur compte. Pour autant, nous les aidons à travers des abris de pêche, à travers des APIT, des aménagements portuaires d'intérêt territoriaux. À Saint-Pierre, à Rivière-Pilote, nous avons livré. Nous allons livrer bientôt ceux de Trinité et également nous travaillons avec celui de Vauclin et de Grand-Rivière. Donc il y a une programmation qui se fait. Les effets vont se faire sentir d'ici quelques années. Le temps qui nous était imparti est écoulé, c'est dommage parce qu'on avait encore d'autres thématiques à aborder, dont le Grand Prix hippique de la CTM. Qui est un grand moment hippique pour la Martinique. Nous serons en direct sur la chaîne Equidia en primum sur les 6 courses qui sont prévues au programme. Nous avons le Grand Prix de la CTM et nous invitons tous les Martiniquais à venir et nous invitons les dames à venir arborer leur chapeau puisqu'il y aura un concours d'élégance à partir des chapeaux. Dimanche, c'est à Carrère que ça se passe à partir de 10h30. Très bien, merci à vous.
d'avoir Merci de m'avoir répondu à reçu. nos questions. Et puis encore une fois, bonne année. Merci à vous et aux téléspectateurs. Merci. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons en Guadeloupe où se déroule actuellement une réunion entre les évêques des Antilles-Guyane, une rencontre leur permettant d'aborder de nombreux sujets de société. Un an que les sacs plastiques à usage unique sont interdits, la Guyane, comme chez nous, a dû s'adapter. Nous verrons comment ils se sont organisés. Et puis, le stationnement payant change de formule. Les municipalités prennent la main. Nous ferons le point sur les 3 îlets. Je vous le disais, une grande réunion entre les évêques des Antilles-Guyane est organisée cette semaine en Guadeloupe. Depuis hier, de nombreux sujets de société y sont abordés, comme la violence, le réchauffement climatique ou la vie des jeunes. Voyez ce reportage d'Yvan Lemar. Après la Guyane en 2016, la Martinique en 2017, c'est au tour de la Guadeloupe d'accueillir cet événement annuel qui réunit les évêques et les vicaires généraux des 3 départements. C'est un temps très fraternel et puis un temps de prière surtout. Nous avons la prière bien sûr plusieurs fois par jour. Nous avons eu une messe publique à la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe ce mercredi avec une assemblée importante. Il y avait aussi de très nombreux prêtres et c'est une manifestation très concrète de ce que nous appelons, nous, la collégialité, c'est-à-dire la communion dans la responsabilité, puisque les évêques, ils sont en lien, en communion avec le pape, et les évêques ont à travailler ensemble. C'est ce que nous faisons pendant ces 3 jours, dans cette réunion de ce que nous appelons la province ecclésiastique Antilles-Guyane. Durant 3 jours, les membres des différents diocèses abordent des sujets d'actualité, de société, mais aussi la vie de l'Église. C'est ainsi l'occasion de présenter leurs projets. Nous sommes en train de préparer donc une mission où des équipes missionnaires vont se constituer au début de l'an prochain, qui iront maison par maison. Et nous avons plusieurs projets, c'est-à-dire que d'une part, nous donnerons à toutes ces maisons qui nous accueilleront un petit fascicule qui dise notre foi dans le Christ et la manière dont nous pensons que le Christ est chemin, vérité et vie pour la Guyane aujourd'hui. Ce petit fascicule est en œuvre d'élaboration. Nous aurons à le traduire en plusieurs langues, puisque tout le monde ne parle pas français dans la Guyane. Et donc nous irons faire cela et nous les inviterons à une grande célébration de Pentecôte dans toutes les paroisses de Guyane, à une grande procession de la fête Dieu dans les cités majeures de Guyane. Et ensuite, nous préparons pour les années qui suivent ce qu'on appelle les parcours alpha, c'est-à-dire des rencontres fraternelles avec un repas, avec une discussion, avec un enseignement pour permettre aux gens qui depuis longtemps ont abaissé un peu les bras par rapport à leur foi de se retrouver, de retrouver le dynamisme de la foi et donc de la partager avec leurs enfants et leurs jeunes. Ces discussions permettent aussi de définir des actions concrètes. Première chose, travailler sur les familles aussi, travailler vraiment beaucoup. Par exemple, une transformation de la catéchèse, une transformation de l'animation pastorale centrée sur l'écriture, sur la parole de Dieu. On peut déjà vous dire c'est un scoop, qu'on a pris une décision d'éditer une Bible. La Guyane a déjà pris de l'avance, mais une Bible, voilà, qu'on va distribuer à large échelle parmi le peuple de Dieu pour que chaque famille, chaque chrétien même, ait sa Bible pour pouvoir la lire avant d'aller à la messe ce dimanche. La fin de cette réunion est prévue demain. Les évêques se retrouveront en avril pour la réunion des évêques de la Caraïbe. Voilà un an que les sacs plastiques à usage unique sont interdits. Les commerçants ont dû s'adapter. En Guyane, comme partout en France, il a fallu trouver de nouveaux moyens pour emballer les courses. Un an après, l'heure est au bilan. Reportage de Gaël Wassim. Les sachets plastiques ont la dent dure. Malgré l'interdiction à l'usage depuis janvier 2017, certains accessoires apparaissent encore sur les étals du marché de Cayenne. En questionnant quelques passants, le message est pourtant bel et bien passé. La plupart se baladent avec leurs sacs réutilisables, cabas ou autres paniers. Pas souvent, je vais tous les jours avec mon panier. Comme je n'étais pas venue au marché directement et puis ça m'arrive aujourd'hui. Alors vous voyez bien, j'ai mon sac cabas, j'utilise toujours mon sac cabas. Depuis quand vous avez eu ce réflexe d'utiliser votre sac cabas? Depuis que les sachets ont été interdits. Et pour vous, c'est une bonne chose que les sachets plastiques? Très bonne chose, très bonne chose. Je suis pour la protection de la nature. Je n'utilise que des sacs en plastique réutilisables à l'effigie de la Guyane, qui respecte ses forêts, c'est ça, et ses animaux. Et ben voilà, parce que j'aime pas, je protège la planète, je fais ce que je peux et j'aime pas. Ouais, c'est une bonne chose, mais c'est pas bon par contre quand ils en ont encore et qu'ils les vendent par contre. Alors je sais pas si c'est ici, hein, mais la plupart non, ils font des sacs en tissu en effet, qui sont en vente. Je viens avec mes sacs réutilisables.
Mes cabas, là c'est exceptionnel. Hein? Pourquoi c'est exceptionnel? Ben, parce que j'ai pas grand chose à prendre, juste 2-3 petites bricoles, donc j'ai oublié de récupérer. Enfin, j'ai pas pensé à récupérer mon cabas. Et ça m'évite aussi de faire trop de dépenses avec les fêtes de fin d'année. Le porte-monnaie il est un peu vide. Pour la plupart des commerçants, le message est clair, moins de sachets plastiques. On voit de plus en plus que les gens ils viennent avec des sacs cabas. Il y a certains, ils amènent leur propre sac plastique. Dans leur sac cabas, ils sortent leur sac plastique. Et c'est surtout pour ceux qui n'ont rien prévu, qui viennent en tourisme, qui viennent acheter, ils demandent un sac, ils achètent le sac pour leurs affaires. Les gens ne vont pas vouloir prendre soin, ils vont pas les réutiliser, ils vont jeter trop facilement. Du coup, il faut qu'on leur fait payer un petit peu pour au moins 10 centimes, 20 centimes selon la grandeur. Voilà. Et puis voilà, comme ça, si les gens ont vraiment besoin, ils achètent leur sac, comme ça ils prennent soin, ils reviennent avec leur sac la prochaine fois. Un an après la mise en application de l'interdiction de sachets en plastique, en vous promenant sur le marché de Cayenne, vous trouverez de plus en plus de personnes avec des sacs réutilisables de toute forme et de toute effigie. J-4 avant la fête de l'Épiphanie. Ce dimanche, ce sera l'occasion, une nouvelle fois après les fêtes, de manger de bonnes choses. La tradition est de déguster une galette des rois pour les petits budgets ou pour les vrais gourmands. Elles sont déjà de sortie cette semaine. Reportage d'Anaïs Gall. Dans cette pâtisserie, la star des vitrines, la voici, la galette des rois. Coco, pistache, frangipane, ici des produits haut de gamme, travaillés avec des ingrédients sélectionnés. Pour y goûter, ses clients sont prêts à mettre le prix. Là, je venais juste acheter un sandwich et j'ai entendu qu'il y avait de la galette à la patate douce. Donc ça m'a interpellée, j'ai voulu essayer. La différence de prix est importante, mais la qualité aussi. Donc je préfère en manger qu'une, mais de bonne qualité. Pour moi, c'est nouveau, fruits rouges, j'essaie. Vous pensez que ça va vous plaire? J'espère. Je ne suis jamais déçu ici, alors j'en profite. Aujourd'hui, c'est Claudio qui est au fourneau. Pâtissier de profession, il sait que la confection des galettes demande une attention particulière. Il faut travailler les matières premières à bonne température, de ne pas avoir des feuilletages trop chauds ou trop froids. Bien mouiller le bord de sa galette pour ne pas qu'elle se décolle au four. Et bien la fermer avec les doigts. Reste à badigeonner généreusement d'œufs battus avant de mettre au four. Là, dans 40 minutes, elles sont cuites. Célébré début janvier, l'Épiphanie est le premier rendez-vous de l'année pour les pâtisseries. Cette enseigne se prépare à faire face à une forte demande. Sous chacune de nos pâtisseries, notamment on va dire Lamentin, Fort-de-France, nous avons prévu entre 1500 et 2000 galettes, on va dire, sous la période. Dans les supermarchés aussi, la galette est en tête de gondole. Peut-être moins élaborée qu'en pâtisserie, les clients la choisissent surtout pour passer un bon moment. Elles sont peut-être pas aussi bonnes, mais elles sont bonnes quand même, hein, de toute façon. Ce qui compte, c'est qu'on partage avec la famille, on partage la galette et qu'il y a un roi ou une reine. Et comme ça, on peut en prendre plus en plus. C'est un moment très sympa, ça vient après les fêtes de Noël, donc on est toujours dans l'esprit convivial et tout. Donc moi j'aime bien. Dans ces rayons, des galettes achetées en grande quantité et cuites sur place, à 7 € en moyenne, les galettes de supermarché coûtent 2 à 3 fois moins cher qu'en boutique spécialisée. On reste toujours sur la même logique de volume, donc la boulangerie après va peut-être faire un produit quelque peu différent, mais nous on reste sur un produit de qualité qu'on essaye de rendre accessible au plus grand nombre. Plus que 3 jours avant l'Épiphanie, boulangerie et supermarché ont encore beaucoup de travail pour préparer les milliers de galettes qui seront consommées dimanche. ATV toujours plus proche de vous, place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène ce soir aux Trois-Îlets où, comme partout en France, le stationnement payant sera désormais géré par la municipalité. Quelques changements sont prévus à la Pointe du Bout et Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez.
hors service. C'est ce que l'on peut lire en ce moment sur les horodateurs installés à la Pointe-du-Bout, tout simplement parce que là, il s'agit des anciennes machines. On attend de recevoir du côté de la municipalité les nouveaux horodateurs. Mais une chose à retenir, en tout cas, ce que tout le monde retient ici, c'est le montant de la contravention qui passera désormais de 17 € à 35 €. Fini le PV. Depuis le 1er janvier, on parle de FPS, forfait poste-stationnement. Autrement dit, vous recevez l'amende par la poste. Cela veut dire aussi que dans les villes où le stationnement est payant, c'est le cas à Fort-de-France, Trinité ou encore ici aux Trois-Îlets, c'est désormais la commune qui récupérera la gestion des amendes. Le ticket horodateur reste inchangé, le montant c'est toujours 1,20 €. Ce qui va changer, c'est que l'infraction pénale, qui n'est plus une infraction pénale d'ailleurs, qui est un FPS, un forfait de post-stationnement, sera de montant de 35 € au lieu de 17 € précédemment. L'objectif d'une telle mesure est de rendre le stationnement plus facile et décourager les voitures ventouses. Vous avez des personnes qui restent en stationnement toute une journée, on appelle ça des véhicules ventouses, et ça ne permet pas au commerce de fonctionner normalement. C'est quelqu'un qui vient s'acheter des vêtements, etc. sur le secteur de la Pointe-du-Bout ne peut pas se stationner. Pourquoi? Parce que vous avez des véhicules qui restent toute une journée. La rue Chacha, au village de la Pointe, la question du stationnement est un vrai souci, notamment pour les professionnels. Les clients ne peuvent pas aller manger tranquillement au restaurant en prenant leur temps, encore moins aller à Fort-de-France. Et prendre leur temps simplement pour faire un peu de shopping et tout, c'est pas possible parce qu'il faut repasser au bout de 2 heures pour recharger la machine. Donc c'est du grand n'importe quoi. Je pense qu'on aurait pu travailler, l'argent c'est bien, mais un système de rodateur, de disques, comme ça existait, je pense, il y a longtemps, les disques étaient pas mal parce que ça permettait de réguler l'heure sans faire de l'argent et de gérer ça. Et puis les gens qui ne respectent pas ce timing, là, il y a une contravention. Si on me dit que la commune se sert de l'argent pour nous refaire, par exemple, les trottoirs et nous améliorer notre qualité de vie, il n'y a pas de souci. Sinon, on n'est pas d'accord. Et d'autre part, on est commerçant ici. Donc par exemple, vous prenez ici le centre de plongée. Nous, l'agence immobilière, on a à peu près entre 5 et 6 employés chacun. D'accord. Et on a une carte de stationnement pour 6. À la Pointe-du-Bout, la nouvelle s'est vite répandue et tous la commentent. Une chose est sûre, pour beaucoup de commerçants, c'est un moyen pour la ville de se faire de l'argent. D'autres estiment que la mesure est juste. Sur le terrain, une mesure diversement appréciée, comme on peut le voir. Il ne reste plus maintenant qu'à attendre l'installation des nouveaux horodateurs. Information pratique avant de refermer cette édition à l'intention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 13 h à 18 h sur le parking de la Grande Récré et de Bureau-Vallée à Cocotte-du-Cos. Et comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9 h à 16 h à la maison du don au CHU Pierre-Zobda-Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. A tout de suite.